Les enfants sont dans la curiosité, en fait, lorsqu'ils rencontrent quelque chose qu'ils comprennent être différent. Que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau physique, peu importe, en fait. Ils sont souvent dans le questionnement. Porter une étiquette de TDAH, de TSA ou quoi, au final, je me rends compte qu'on a tous, on est tous un petit peu perturbés, on a tous nos traumas. Ce qui est génial, c'est qu'on a tous des histoires différentes à raconter, à partager. C'est ce qui nourrit, c'est ce qui fait grandir. Sinon, il se passe rien, quoi, si on est tous les mêmes, quoi. Ferme ta boîte à camembert. En maillot de bain. Ok, je ne connaissais pas. Bien, Pascal, tu relèves ton niveau par rapport à la dernière fois. Je me rends compte que je suis has-been, en fait, c'est ça. Merci beaucoup pour ce moment. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Le Guaziou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Cette semaine, nous avons un duo de choc puisque nous avons les deux garçons de la bande de Génération Parents qui sont avec nous. Alors Mika, notre Jedi du gaming, game designer, expert de la diversité et de l'inclusion dans les jeux vidéo. Pascal, notre papa pro, fondateur de Histoire de Papa, conférencier et consultant en parentalité. Et en invité spécial, nous avons Mouhamadou, le prof derrière les comptes Instagram et TikTok, Balance pour la balance. Au sommaire cette semaine, nous allons explorer 3 grands sujets. Comme d'habitude, on va démarrer avec l'actualité de la semaine sur un sujet dont on a déjà discuté, mais qui fait polémique. C'est l'éducation à la vie sexuelle et affective. On oublie souvent le « et » affective, donc je le rajoute. Donc on va en parler ensemble. Ensuite, le débat de la semaine, ça sera « Devons-nous apprendre la diversité et l'inclusion ?» à l'école. Et ensuite, on aura une question de parents qui sera plutôt une question pour Mouhamadou sur comment aborder les profs et les enseignants. Éducation à la vie affective et sexuelle. Cette semaine, alors je sais pas, pour ceux qui sont un peu connectés sur les réseaux et sur la télé, il y a un espèce de brouhaha général, une polémique lancée par les milieux conservateurs au sujet du programme de la vie affective et sexuelle. Je le rappelle, normalement, nos enfants sont censés faire 3 séances par an de la maternelle à la terminale. Et dans les faits, ils en font 3,2 de la maternelle à la terminale. Il y a à peu près que 15% des enfants qui ont ces séances. Résultat, quand on regarde les chiffres, on a 37% des jeunes qui déclarent déjà avoir subi au moins une violence sexuelle ou sexiste. C'est 55% pour les filles, 65% pour les homosexuels. On a 50% des jeunes aussi qui considèrent que la jalousie dans un couple est une preuve d'amour, ou encore 44% des jeunes qui ont déjà accepté une relation sexuelle pour faire plaisir à leur partenaire alors qu'ils n'en avaient pas envie, ou encore 30% des jeunes qui considèrent que quand on commence un acte, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et dernière couche, on a 1 jeune sur 3 qui a déjà vu du porno avant l'âge de 12 ans. Alors eux, ils ont choisi de centrer leurs photos sur la région pubienne, tu vois, toute la région de l'aine. Donc on a des chiffres qui sont quand même accablants. Et puis là, on a une énorme polémique là depuis une semaine sur le fait que cette réforme qui avait été annoncée par le ministre Pap Ndiaye, il faut pas qu'elle voie le jour parce que c'est mettre de la théorie du genre évidemment dans les écoles et donc apparemment il y a énormément de discussions et peut-être même du rétropédalage de la part du ministère. Je sais pas si vous avez vu cette polémique, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est du brouhaha pour rien parce que pour moi, la priorité, c'est d'éduquer nos enfants. Et puis, c'est pas de compter le nombre de fois où il y a marqué le mot genre dans le texte. Je sais pas. Alors, Mouhamadou, t'as peut-être un devoir de réserve peut-être sur ce sujet, ou alors tu peux nous dire toi ce que tu constates, parce que par exemple, toi, t'es souvent sur les maternelles et les primaires, et en fait, en maternelle et en primaire, quand on regarde le programme, ça va pas du tout parler de sexualité, mais plutôt de consentement, d'accepter les émotions des autres, etc. Donc, est-ce que toi, t'as un avis là-dessus ?
Oui, j'en ai un, et là, sur ce coup-là, j'ai envie de dire, le devoir de réserve, il s'applique pas trop. Ce que je vois sur le terrain, c'est que, effectivement, en fait, la sexualité, si, on l'aborde, parce qu'en réalité, le consentement fait partie de la sexualité. Ce que je constate sur le terrain, c'est qu'on a une mauvaise appréciation du terme sexualité, en fait. Et que, en tant qu'adulte, et je le conçois, hein, c'est assez normal peut-être, même si ça n'est pas légitime, eh bien, on a tendance à projeter notre définition de la sexualité, qui est celle des adultes, et souvent qui est hétéronormée, sur le terme qu'on emploie dans les programmes, et du coup à projeter ce que nous on pense être la sexualité sur la sexualité que vivent les enfants. Encore une fois, dans les programmes, nous en tant qu'enseignants en élémentaire et en maternelle, c'est pas du tout ce qu'on met en pratique. Non, lorsqu'on parle de consentement, on parle de sexualité, mais on n'en parle pas comme les adultes le pensent tout simplement. Et puis au-delà de ça, parce que même sur la question du consentement, il n'y a pas de consensus. Lorsque j'échange avec des parents qui sont parfois un peu réfractaires et que je leur dis mais vous savez, ne serait-ce que ne pas poser les mains sur quelqu'un sans son consentement, c'est déjà parler de sexualité. On me dit mais non, c'est pas tout à fait ça. Et puis les enfants aussi, il faut savoir que de toute façon, jusqu'à un certain âge, quoi qu'il arrive, c'est le non qui prime. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que non, ça fonctionne pas comme ça, pas du tout. Et en tant que professeur remplaçant, je le vois encore plus. Il me suffit d'arriver dans une école, devant une classe, et qu'on me présente comme étant le nouvel enseignant référent pour que je bénéficie d'un certain crédit auprès des élèves en réalité, et que les choses que se permettait de faire l'enseignant référent, je puisse aussi les faire. C'est comme s'il y avait un transfert de confiance qui se mettait en place. Et sur ça, bah, il faut se rendre compte qu'en fait, cette position-là, dans laquelle on m'a mise, n'importe qui, heureusement ou malheureusement, peut l'occuper et du coup bénéficier de la confiance des enfants. Si jamais je n'étais pas une personne de confiance, ça voudrait dire qu'éventuellement je pourrais abuser de cette confiance. Et vous voyez, les enfants devant moi ne me diraient pas non pour quoi que ce soit, parce qu'ils me diraient oui de la même manière qu'ils diraient oui à leur enseignant référent, puisqu'on m'a placé dans cette position-là. Donc apprendre aux enfants à dire non, c'est aussi apprendre à dire non, même auprès des personnes en lesquelles elles ont confiance en réalité. Voilà, c'est ces enjeux-là en fait qu'il faut réussir à dénouer, je crois, pour sortir un peu de la définition que les parents se font du terme. Merci beaucoup, c'est éclairant tes exemples. Pascal, un avis? Oui, effectivement, là, il y a une grosse polémique. Il y a une polémique qui est finalement politique, mais j'ai envie de dire politicienne, quoi. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être pragmatique. Si on regarde quelques chiffres, on a donné plusieurs qui sont effarants, mais moi, voilà, deux autres chiffres que j'avais envie de vous partager. Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, qui est sorti en janvier 2024, précise que pour ne pas me tromper dans les chiffres, je regarde mes notes, 25% des 25-34 ans pensent qu'il faut parfois être violent au sein du couple pour se faire respecter. 25%. 1 sur 4. Et ça, ok, c'est pas dans la petite enfance, hein, mais on sait très bien que les comportements de 18-24 ans, ils sont issus du berceau de la petite enfance. Si on veut changer ça, à un moment donné, soyons encore une fois pragmatiques, on se doit effectivement d'éduquer nos enfants sur les sujets. Ce chiffre-là, il vient de quoi, hein? Il vient des courants masculinistes très présents sur TikTok. Ils sont présents, mais ils ont surtout une caisse de résonance. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, ça parle à des gens. Donc on se doit effectivement de contrebalancer ces informations-là qui sortent sur les réseaux sociaux. Et une autre étude dont je voulais vous parler, c'est une étude de l'IFOP qui dit que 28% des 18-24 ans affirment ne pas avoir eu de relations sexuelles depuis 1 an. Ça, c'est une étude qui date du début d'année aussi. C'était 5% en 2006. Ça dit quoi, ça? Ça dit qu'aujourd'hui, les codes, l'époque a complètement changé. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi beaucoup, enfin, c'est pas je pense, et les études le montrent, les jeunes ont aussi une appréhension qui est différente de la vie sexuelle et affective, et ont aussi une peur. Ils ont une peur parce que l'époque a complètement changé sur le sujet. Et ils ont peur parce que les référentiels ont bougé. Et donc, pour contrebalancer cette peur, parce qu'on sait aussi ce à quoi amène la peur, hein, la peur de l'autre, la peur du coup, enfin la peur de l'autre, l'isolement, etc., etc. Et donc du coup, on se doit d'éduquer de façon hyper pragmatique sur le sujet. Merci. Mika, tu voulais dire un dernier mot? Ouais, il y a deux aspects forcément. Je pense à tout ce qui est théorie des genres et sexualité qui est hyper importante. Je prends souvent cet exemple du jeune Lucas qui s'est suicidé parce qu'il était harcelé pour son homosexualité. Il avait juste 13 ans. Je pense que le jeu vidéo a eu aussi une responsabilité dans ça pour sensibiliser à la question du genre, de la sexualité. On peut grandir dans des contextes familiaux où on n'a pas accès à ces informations, on n'a pas accès à ces représentations. Comme je le dis souvent dans les milieux modestes,
sud-est notamment, on n'a pas toujours des livres, mais on a souvent une console de jeux vidéo, donc c'est souvent un premier pas vers ces sujets. Et sur le sujet du consentement, c'est plus quelque chose de personnel. Moi, ça fait quelques années que j'ai arrêté de faire des bisous, de réclamer des bisous aux enfants. Vous savez, quand vous allez chez des amis et qu'il y a des enfants, ils disent fais un bisou, donne un bisou, fais un bisou. Et en fait, je dis ben non, s'il a pas envie de faire un bisou, en fait, on se rend pas compte que c'est hyper intime. Bon, déjà avoir de la bave d'enfants sur la joue, c'est pas hyper agréable, mais mais c'est vrai qu'on a ce réflexe-là de dire ah tu fais un bisou, ah tu donnes un bisou, tu dis bonjour, tu fais un bisou. En fait, si l'enfant n'a pas envie, c'est pas une nécessité, quoi. Non, mais ça, c'est des choses qu'il faut absolument changer parce qu'on part du principe que ça fait partie de la politesse, ou même ce que tu disais, Mouhamadou, sur la figure d'autorité. En fait, il y a plein de gens, c'est des figures d'autorité et on n'ose pas leur dire. Moi, je vois mon médecin, à chaque fois, elle demande à mes enfants si elle peut les toucher. Et je pense qu'il y a plein de médecins qui le font pas, et il y a des enfants, ça peut les déranger. Et on a énormément de choses, je pense, à revoir et à déconstruire là-dessus, parce que ça contribue au fait qu'on a encore énormément de violences sexistes et sexuelles en France. C'est ça, pour compléter un peu nos propos, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur le terrain, on a l'impression que, comme disait ce que j'ai rapporté par rapport aux propos de parents, que le non primait tout le temps. Non, en réalité, on vit dans une société où on apprend dès le plus jeune âge à dire oui, même sous la contrainte, ce qui fait que, pour rebondir sur l'histoire du bisou, eh bien, un enfant à qui on dit fais un bisou, très souvent, il va tout de même le faire, même s'il n'en a pas envie. Donc, dire non, ça s'apprend. Dire non en contexte, ça s'apprend aussi, parce que c'est pas du tout évident, et en réalité, c'est pas du tout ce qu'on apprend depuis la petite enfance. Il y a aussi l'histoire, pardon, mais de l'appropriation de son corps, que c'est son corps et que c'est précieux et que il y a que moi qui peux décider ce que je fais de mon corps. Là, ma fille, moi, elle grandit beaucoup en ce moment, et c'est pas lié à l'éducation sexuelle, mais c'est un peu le même sujet quand même. Elle grandit beaucoup et du coup, elle a mal aux jambes. Et en fait, je l'ai vu plusieurs fois où elle se tapait les jambes pour se soulager. Et je disais, mais non, sois douce envers ton corps. T'en as qu'un pour toute la vie, et tu dois être douce envers ton corps, et tu dois exiger que tout le monde soit doux avec ton corps. Et cette idée de se réapproprier soi et de prendre soin de soi. Et il y a que soi qui sait ce qui est bon pour l'individu. On va passer à l'invité de la semaine. Alors, une petite présentation de Mouhamadou. Donc, tu as fait des études en sciences humaines, sociologie et anthropologie. Tu décides ensuite de devenir professeur des écoles. Tu exerces dans le Val-de-Marne, l'un des départements qui compte le plus d'élèves en France. Et pendant le confinement, tu décides de partager ton quotidien et tes réflexions sur le monde de l'école sur Instagram et TikTok avec le compte Balance pour la Balance. Pourquoi tu as décidé de l'appeler comme ça? Est-ce que tu peux nous raconter? C'est vrai que le nom interpelle souvent. C'est qu'en fait, je me disais que j'essayais de balancer des informations pour rééquilibrer la balance de ce qu'on sait lorsqu'on est à l'intérieur de l'école, lorsqu'on est un professionnel de l'éducation, et ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne sait plus, ce qu'on a oublié lorsqu'on se trouve à l'extérieur. Voilà, dans l'optique de concilier un peu ces deux univers qui paradoxalement sont très proches, mais en fait ne communiquent pas si bien que ça. J'ai l'impression le confinement m'a en tout cas apporté cette croyance-là que lorsque on n'était plus à l'intérieur de l'école, en fait, on oubliait, ou en tout cas les portes de l'école se fermaient et qu'on ne savait plus exactement ce qui s'y passait. Et tout l'enjeu derrière ce conte, c'était d'ouvrir un peu la porte de l'école pour qu'on n'ait plus à fantasmer ce qui se passe à l'intérieur. Parce que évidemment, quand on fantasme généralement, un peu comme pour cette question d'éducation à la sexualité, ça devient un peu plus gros que ce que ça n'est, ou en tout cas, ça n'est pas représentatif de la réalité vécue. Et alors, pour continuer, tu as sorti il y a quelques mois, c'était cet été ou en septembre, je sais plus, un livre fin août. Bon, donc c'était ça pour fin août, début septembre. Mouhamadou le prof, 50 histoires vécues, un petit traité de vivre ensemble avec des 50 histoires vraies qui livrent une parole sincère, qui interroge sur notre société avec humour. Moi, j'ai adoré. Alors, je voulais prendre le livre pour le montrer, mais en fait, on le montrera parce que je l'ai laissé dans une autre pièce. Mais moi, j'ai adoré. Je rigolais toute seule. C'est tellement
les enfants sont tellement sans filtre. Alors, ça m'a rappelé un petit peu mon époque où j'étais présidente d'une crèche parentale associative et je faisais des journées de permanence de 8h à 19h avec les enfants. Et donc, il y a les enfants qui ont 3 ans qui viennent et qui nous disent des trucs totalement sans filtre. Et on est à la fois, on se dit à la fois, mais ils ont tellement raison, et à la fois on rigole tellement. Et donc dans les histoires, on peut retrouver des choses comme c'est l'histoire d'un élève qui dit à un autre, tu as la couleur du caca. C'est l'histoire d'un prof noir pris pour un chauffeur de VTC. C'est l'histoire d'un élève handicapable et basket fauteuil. C'est l'histoire d'un enfant qui dit que son papa est raciste. Donc énormément de choses qui sont tournées pour moi vers ce sujet qu'est la diversité et l'inclusion, dont j'ai voulu parler aujourd'hui, et je vous explique un petit peu pourquoi et la genèse de pourquoi je me disais ne devrions-nous pas enseigner la diversité et l'inclusion à l'école, parce que moi en fait j'ai été pendant 13 ans dans une entreprise anglo-néerlandaise, et le premier jour dans cette entreprise, la première chose qu'on fait, c'est une journée de formation sur la diversité et l'inclusion. Et donc le premier jour, on m'a présenté les micro-inéquités, les biais inconscients, ce fameux iceberg qu'on va vous montrer, où en fait il y a tout ce qui est visible et ce qu'on voit d'une personne et tout ce qui est invisible. Et à la fin de cette journée, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pas appris ça à l'école ? Parce que ça m'a aidé, moi, à naviguer pendant 13 ans avec des cultures différentes, à voir les différences entre les générations, entre les cultures, entre les hommes et les femmes, mais aussi à appréhender la diversité et à être du coup inclusif avec les gens. Et moi, je trouve qu'on est dans un monde où on manque. Alors, tout le monde trouve que c'est galvaudé comme mot, mais qu'on manque de vivre ensemble. Et donc, je me dis, est-ce que on n'aurait pas besoin d'une petite piqûre de diversité et d'inclusion à l'école ? Alors, Mohamed, qu'est-ce que t'en penses, quoi ? Est-ce que tu penses que l'école, ça peut être un vecteur pour apprendre tout ça ? Et est-ce que vous avez des programmes sur ce sujet ou pas ? Alors, j'ai envie de dire que je ne pense pas, et j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que c'est ce que je vis sur le terrain tous les jours. Les enfants sont beaucoup plus dans déjà dans une certaine joie de vivre, et puis dans la curiosité en fait. Lorsqu'ils rencontrent quelque chose qu'ils comprennent être différent, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau physique, peu importe en fait. Ils sont souvent dans le questionnement. Et notre rôle, je crois, en tant qu'éducateur, je prends avec un grand E, soit les enseignants ou d'autres personnes qui sont sur ce volet-là, c'est d'accompagner en fait, essayer d'accompagner au mieux ces questionnements et de donner des réponses lorsque les questions sont posées. C'est pas plus compliqué que ça. Donc non, je ne pense pas, j'en suis convaincu, que l'école est un haut lieu pour le vivre ensemble et qui peut aider à le mettre en place et à le réaliser. C'est sûr et certain. Pascal, Mika, vous avez un avis sur ce sujet ? Oui, forcément, moi je donne des cours de diversité et d'inclusion à mes étudiants et étudiantes en game design, parce que c'est eux et elles qui devront intégrer ces notions-là dans la manière dont elles vont réfléchir les mécaniques de jeu. On peut très rapidement créer des systèmes de jeu clivants et pas inclusifs, notamment sur la création de personnages. On voit de plus en plus maintenant, on peut choisir le genre et tout ça. Il y a énormément de review bombing, mais juste par rapport aux jeux vidéo, c'est 97% des jeunes de 12 à 17 ans qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui. C'est 17% de joueurs et joueuses queer, et pourtant il y a énormément notamment de victimes d'homophobie, de racisme. C'est 31% de joueurs et de joueuses qui ont subi des comportements racistes en ligne. On a aussi des phénomènes sur les représentations, la mauvaise représentation des personnages, notamment les personnages racisés. On a ce phénomène de la angry black woman qui représente les femmes noires toujours comme agressives, ou alors qui sont exotisées, hypersexualisées, ce côté panthère sauvage, où on va avoir aussi les hommes latinos qui vont être un peu des séducteurs, les femmes asiatiques vont être traitées un peu comme des geishas soumises, et tout ça participe à nourrir le racisme, l'homophobie. C'est 21% de joueurs LGBT qui subissent le racisme. Sur le sexisme aussi, 59% des joueuses sont obligées d'utiliser des pseudonymes masculins pour pas se faire harceler, il y a de l'appel au viol, des retourne dans la cuisine me faire un sandwich ou des choses comme ça. Donc comme toujours, moi le jeu vidéo, je le considère comme une extension de la vie réelle,
mais qui a un impact immense sur ces sujets-là. Hein. Comme je le répète assez souvent, vous devez le savoir maintenant, c'est la première industrie culturelle au monde, c'est plus de 3 milliards de joueurs et de joueuses. Donc il y a une vraie responsabilité sur ces sujets-là, sur les représentations, sur la diversité, sur l'inclusion. Voilà. Mais en fait, ce que tu dis, c'est exactement ce que je pense Mouhamadou vit et voit, et ce qu'on voit dans le livre, c'est qu'en fait, on a l'impression d'être dans un monde de stéréotypes, quoi. Ah, mais clairement, ouais. Puis on voit toujours les mêmes représentations, ouais. Voilà. Enfin, par exemple, Mouhamadou, quand dans ton livre, t'expliques que t'as ouvert à l'école et que le livreur, il a jamais voulu te croire que t'étais un enseignant. Alors, je pense parce que t'étais je sais pas si c'était maternelle, mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'hommes en Ah, maternelle. c'était en élémentaire, mais j'allais dire c'est kiff-kiff, hein. Voilà, Ouais, c'est pareil, enfin, ma maternelle c'est ça. élémentaire. Et en Voilà. fait, on est, enfin voilà, on a l'impression de vivre dans un cliché où tout le monde a mis les gens dans des boîtes. Et comment est-ce qu'on fait pour éduquer alors, moi, j'essaye de le faire chez Soft Kids via notre programme Esprit critique et diversité et inclusion. On essaye d'expliquer aux enfants ce que c'est un biais inconscient. Par exemple, ce qui marche bien, c'est quand on leur dit est-ce que vous pensez qu'il y a que les mamans qui font à manger et la cuisine? Et ceux qui répondent oui, on leur dit pas bah non, c'est faux, etc. On leur dit bah tu penses ça parce que toi tu n'as que ta maman qui fait la cuisine, mais peut-être que ton papa, le papa de ton voisin fait la cuisine aussi, quoi. Et donc on essaye de les éveiller au biais inconscient et leur montrer que il y a plein de stéréotypes et que il faut s'éloigner de ces stéréotypes. Et je pense que si on veut que la société elle bouge, il va falloir peut-être à un moment nommer les mots stéréotypes bien inconscients dans notre éducation, quoi. Comment tu fais toi, Mouhamadou, avec les élèves? Personnellement, je prends les situations telles qu'elles viennent en fait, parce que j'ai bien conscience que si on parle de choses qui sont institutionnalisées ou instituées en tout cas dans nos éducations, qui font que à un certain moment, eh bien, on les projette dans les situations qu'on vit, eh bien, je n'ai pas la latitude nécessaire, j'ai pas la possibilité en fait de changer toute la société. Par contre, lorsque les situations se présentent à moi, je les prends comme elles viennent et j'essaie de les traiter. Lorsque le livreur est en face de moi, alors je prends de spoiler ce qu'il y a dans le livre, mais j'en joue un peu et j'interroge aussi les personnes qui sont en face de moi, parce que ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre ce qui, parfois c'est vrai, d'essayer de faire comprendre aux personnes qui sont en face de moi, en usant de diplomatie, qu'elles sont en train de projeter leur propre biais sur moi. Personnellement, je crois que je me connais assez bien pour que ça ne m'impacte pas tant que ça. Il y a toujours une petite fragilité chez chacun, je crois, lorsqu'on nous renvoie à ces boîtes, parce que c'est ce que tu as employé comme terme, ces cases dans lesquelles on nous met. C'est jamais quelque chose qu'on apprécie. Par contre, je crois que j'ai cette chance-là d'être assez bien ancré dans mon identité pour me permettre de renvoyer les questionnements aux personnes qui sont en face. Que ce soit des élèves ou des adultes, ça ne se fera pas de la même manière, mais le procédé est à peu près le même en fait. Voilà, parce que ce genre de propos que le livreur m'a tenu peut aussi venir d'autres personnes, et parfois ça peut venir d'enfants aussi. Je le prends pas de la même manière parce que chez les enfants, généralement, c'est juste, encore une fois, hein, c'est de la curiosité. Quelque chose, une situation dans laquelle ils n'ont jamais été et pour laquelle ils vont s'interroger, et j'ai tout intérêt en fait à essayer de les aiguiller et à prendre encore une fois la situation telle qu'elle est pour leur donner des éléments de compréhension. Voilà, si je suis le premier qui me ressemble que vous rencontrez, bah, je peux essayer de vous expliquer qu'en fait je suis pas le seul. Voilà, donc cette remarque-là, vous l'avez faite aujourd'hui. J'imagine qu'une autre fois, avec une autre personne que vous allez m'affilier, eh bien, vous ne le ferez plus, parce que cette fois-ci, vous aurez été habitué. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, pour répondre à cette question-là, je pense que la mixité est une bonne chose. Alors, il faut l'accompagner, il faut aller au-delà du fait de juste mettre les gens les uns à côté des autres, parce que c'est pas non plus comme ça que ça fonctionne, mais il faut se laisser de l'espace aussi. Le reste de la société, le monde de la culture notamment, des jeux vidéo, comme vous le disiez, a aussi ce rôle-là. La littérature jeunesse a aussi ce rôle-là, qu'on ait un peu plus de représentativité, parce que dans certains territoires, c'est bizarre, hein, mais moi je suis dans le Val-de-Marne, et dans le Val-de-Marne, on pourrait se dire, mais il y a de la mixité. Oui, c'est vrai, il y a de la mixité, mais dans certains corps de métier, peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça, puisque les gens et les élèves s'étonnent encore de me voir et de ne pas m'accorder tout de suite cette stature de professeur que pourtant j'ai. Ça veut bien dire que même dans le corps professoral, eh bien, on n'a pas assez, ou en tout cas, on n'a pas cette représentativité qui ferait que les élèves n'auraient plus ce genre de questionnement, en fait. Voilà.
ils ont beau être dans la cour de récréation assez mélangés, j'ai envie de dire ça comme ça, eh bien les hauts lieux du savoir ou les personnes qui leur transmettent le savoir ne leur renvoient pas cette image-là. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là sur lesquelles on peut travailler aussi. C'est un exemple. Bah justement, c'était une de mes questions. Comme tu es remplaçant, tu vois des écoles avec des profils variés. Et est-ce que tu as remarqué une manière dont les enfants vivent la diversité selon les milieux? De manière générale, j'ai envie de dire que c'est toujours à peu près la même chose. Les élèves en tout cas, sont toujours pas choqués, mais il y a quelque chose de l'ordre de la surprise lorsqu'ils sont renvoyés à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, et ça c'est peu importe le milieu social. Après, il y a des petites spécificités parce que dans les quartiers où il y a peut-être un peu moins de mixité et que ce soit des populations plutôt aisées ou des populations qu'on va appeler défavorisées, même si j'aime pas vraiment ce terme-là parce qu'en fait c'est juste d'autres cultures, on va dire ça, qui ont été mises les unes à côté des autres. Eh bien, l'accueil de cette différence sera peut-être un peu différent. Mais en réalité, il y a toujours un énorme point d'interrogation en fait. Et les remarques des gens et les remarques des élèves a fortiori vont dans ce sens-là. C'est juste du questionnement. Donc il faut essayer en tout cas, je crois, de ne pas s'en offusquer, de dire mais vraiment, même si pour moi j'allais dire c'est peut-être un peu particulier, mais en même temps c'est mon métier en fait. C'est-à-dire que je suis enseignant. Donc lorsque je suis en classe ou dans une école avec des élèves, j'essaye de garder toujours cette posture professorale et de garder cette casquette d'enseignant en me disant peut-être que c'est pas la première fois qu'un élève me fait cette remarque, mais si cet élève ici me fait cette remarque, peut-être que lui c'est la première fois en fait qu'il y pense. Voilà. Donc toute l'expérience que j'ai glanée avant va m'aider à lui apporter une réponse ou peut-être à mettre quelque chose en place pour que ça lui apparaisse plus clairement en fait. Mais du coup, enfin, je reviens sur le fait qu'à chaque fois les enfants sont étonnés. Donc ça veut dire que ton profil en tant que professeur n'est pas la généralité. Donc est-ce que toi tu te dis faut que je sois un rôle modèle, faut qu'il y ait des vocations, faut qu'on soit plus Très honnêtement, non, pas du tout. Non. Je sais que ça peut être l'un des effets. C'est ça le truc. Je sais bien et je le vois et j'ai des remarques dans ce sens d'élèves ou parfois de parents qui me disent ah c'est trop cool. Aujourd'hui notre enfant il est rentré à la maison et tout il nous a dit ça. Il a vu un enseignant qui lui ressemblait et je suis super content. D'accord. Mais je sais aussi que mon travail c'est pas d'être le prof noir. Mon travail c'est d'être un bon prof. Donc si jamais au-delà du fait de la représentativité, ce dont on parle c'est ma compétence. Ben, c'est ça que je vise en réalité. Je veux qu'on parle de ma compétence. Mais je sais que dans le monde dans lequel on vit et dans les milieux dans lesquels j'évolue, le fait que je ressemble à ce à quoi je ressemble n'est pas anodin et ça, je ne m'en cache pas, c'est sûr et certain. Je te pose la question parce que moi, en fait, comme je suis une femme entrepreneur, évidemment, je suis énormément sollicitée parce qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs. Et donc, notamment sur le mois de mars, je suis tout le temps sollicitée sur des tables rondes pour montrer que c'est possible, quoi. Eh oui, et pareillement, de mon côté, je suis assez sollicité aussi pour parler d'inclusivité et de diversité, même si ça n'est pas le cœur de mon métier, et même dans l'ouvrage, ça n'est pas exclusivement ce dont je parle. Dans la préparation de ce podcast, il y avait une question qui m'intéressait, peut-être que tu vas la poser, par rapport au fait que certains enseignants proposaient d'autres types de contenus par rapport aux miens qui pouvaient être plus axés sur la diversité, voilà, opposer un peu diversité et inclusion et pédagogie. Et en fait, j'avais une réponse par rapport à ça parce que les deux ne sont pas, d'après moi, antinomiques. Parler de diversité et d'inclusion, c'est aussi faire de la pédagogie. Comment dire ça simplement ? En fait, je te coupe juste pour que, en fait, dans la préparation de l'émission, ma question c'était, la plupart des profs qu'on voit et qu'on suit sur les réseaux sociaux, ils sont plutôt sur, je vais vous aider à préparer votre classe, comment est-ce que vous pouvez faire tel ou tel atelier, telle ou telle activité, comment est-ce que vous pouvez parler aux enfants, etc. Et toi, je trouve que, tu dénotes, ton, je sais pas si t'as un fil conducteur très précis, mais voilà, tu t'expliques pas comment on prépare sa classe, quoi. Pas tout le temps en tout cas, et c'est vrai. Mais encore une fois, les deux sont pas antinomiques parce qu'en fait, quand on parle de pédagogie, on parle de l'étymologie du terme, c'est l'art de préparer sa classe. Dans l'art de préparer sa classe, je vois pas comment on peut préparer sa classe si on ne s'intéresse pas aux personnes auxquelles on s'adresse. C'est comme si on voulait préparer un plat en cuisine et qu'on ne s'intéressait pas aux spécificités des ingrédients qu'on allait employer pour notre recette.
C'est un peu particulier. Donc faire de la cuisine, c'est s'intéresser aux ingrédients, et préparer sa classe, c'est aussi s'intéresser à certaines spécificités des publics qu'on va rencontrer. Voilà peut-être en quoi mon propos peut différer sur les réseaux, mais finalement, je fais aussi de la pédagogie. Après, il faut savoir qu'au jour le jour, les événements que je relate sur mes différents comptes, c'est des choses qui sont assez marginales finalement. Dans une journée, je fais exactement la même chose que mes autres collègues. On fait beaucoup de français, on fait beaucoup de mathématiques, on fait du sport, on fait de la poésie, on fait tout plein de choses, et à un moment donné, juste, il y a quelque chose qui va me ramener à ça, et que je vais trouver assez pertinent pour le développer sur les réseaux, et pour l'évoquer, parce que je trouve que malheureusement, il n'y a pas assez d'espace dans lesquels on en parle, ne serait-ce que dans un entre-soi, mais encore moins avec les parents, et pourtant, les parents, il ne faut pas l'oublier, je crois, nous confient leurs enfants. À un instant T, ce sont nos élèves, mais avant ça, ce sont les enfants des familles, après ça, ce sont les enfants des familles. Ce ne sont jamais nos enfants, ce sont nos élèves pendant un certain moment. Voilà, donc c'est un rôle qu'ils jouent, mais ils sont au demeurant les enfants des familles qui nous les confient, et moi j'aime bien avoir un espace dans lequel je vais leur parler de choses dont on ne leur parle pas généralement, et qui pourtant, je crois, et c'est les retours que j'en ai, les intéressent aussi. Lorsqu'il s'est passé un événement qui touche à l'inclusion, que ce soit une question par rapport aux communautés LGBT, que ce soit la religion, que ce soit la couleur de peau, finalement, que ce soit dans ma formation ou autre part, j'ai pas eu d'espace pour pouvoir échanger avec les personnes en fait. Et dans ma pratique, je trouve que c'est extrêmement enrichissant d'être autour d'une table avec toutes les parties prenantes par rapport au terme que tu as employé tout à l'heure, de la coéducation. La coéducation, c'est pas juste nous dans un espace avec les élèves, puis nous avec les parents. Non, c'est nous tous ensemble autour d'une même table et avec l'enfant, parce que c'est des questions qui le concernent. Venez, on en parle. Venez, on en parle, comme ça on essaye de trouver des solutions. Je dis pas qu'on va trouver tout de suite, et je dis pas surtout que moi j'ai tous les éléments de solution. Je dis qu'au contraire, parfois c'est en faisant en sorte que nos visions convergent, qu'on va trouver une solution à la situation, au problème qui est posé ou au questionnement qu'on va avoir. Voilà toute ma démarche en réalité. Ouais, mais moi je pense que au-delà de la pédagogie, je pense que quand même le petit truc en plus, c'est que t'invites à la réflexion. J'essaye en tout cas. Voilà, et ça, je pense que ça fait vraiment la différence, justement pour faire bouger les lignes, pour faire bouger des lignes d'inclusion. Et alors, du coup, est-ce que tu penses que, enfin, tu vois, ta pédagogie, tu pourrais être le Céline Alvarez de l'inclusion. T'as une pédagogie que t'as mis en place et qu'on pourrait répliquer. Voilà. Est-ce que toi, t'as identifié une pratique pédagogique qui amène à sensibiliser les enfants au vivre ensemble, à la diversité et à être plus inclusif? J'ai envie de dire, c'est ma propre sensibilité en fait. C'est-à-dire que si jamais vous étiez en classe avec moi, vous le verriez, peut-être que vous en inspireriez, ou que vous m'inspireriez aussi en fait. C'est juste que, et dans la vie de tous les jours, je suis un peu comme ça aussi. Je suis très curieux en réalité, et j'aime bien m'asseoir avec des personnes qui diffèrent de moi radicalement en fait. Je dis pas qu'on va être d'accord à la fin, mais juste ça m'intéresse de comprendre comment les gens y réfléchissent. Voilà. Je sais que je suis dans un monde où tout le monde ne peut pas penser comme moi, et heureusement. Mais ça veut pas dire que je veux m'empêcher de comprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est ce qui nous manque. Et plus on grandit et plus ça se vérifie, on perd cette espèce de curiosité qu'on a à un âge très très jeune, de poser des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Les questions, parfois, elles peuvent sembler un peu particulières. On peut se dire, mais si ça sortait de la bouche d'un adulte, ce serait choquant ou ce serait insultant. Mais un enfant qui pose une question, c'est un enfant qui n'a pas de réponse. Il veut juste qu'on lui donne une réponse. Donc essayons de ne pas nous en offusquer, et essayons de trouver ses responsables. Et même à l'âge adulte, en réalité, je crois que c'est beaucoup plus enrichissant d'aller voir les personnes pour lesquelles on se pose des questions parfois, et de leur poser nos questions. Peut-être qu'on va avoir l'air idiot plutôt pendant 10 secondes, mais si jamais on repose la question, les gens verront que dans nos yeux, en fait, on est juste vraiment curieux. J'ai pas compris. Ça, je comprends pas. Est-ce que tu peux me l'expliquer, parce que toi, t'es une personne qui est concernée. J'ai envie de comprendre. Ça veut pas dire que je vais vivre les choses à ta place, ça veut juste dire que je vais mieux comprendre les gens qui sont en face de moi. Et le vivre ensemble, c'est ça. C'est pas de se mettre à la place des autres, d'après moi en tout cas, c'est essayer de comprendre un tout petit peu la réalité des autres. Ouais, comprendre, et moi aussi ce que j'apprends aux enfants, c'est que c'est d'accord de pas être d'accord, mais à la fin il faut essayer de venir avec les perspectives. Et d'ailleurs je me disais, il faudrait peut-être avoir une espèce de questionnaire avant de commencer à discuter avec quelqu'un, de lui demander d'où il vient, où est-ce qu'il a grandi, comment étaient ses parents, mais juste parce qu'en fait ça donne tellement d'informations.
pour comprendre en fait d'où la personne vient quand on a une discussion. Pascal, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est passionnant, Mohamedou, vraiment tout ce que tu nous partages. Et puis c'est à la fois, je trouve que c'est évidemment très engagé, mais c'est à la fois très inspirant intellectuellement parlant, mais c'est aussi hyper pratico-pratique. Je trouve que tu es dans un super équilibre. Vraiment, merci pour tout ce que tu partages. Ta question, Céline, c'était est-ce qu'on doit enseigner la diversité et l'inclusion à l'école? Et je crois que voilà, en tous les cas, tous les quatre, on est archi d'accord pour dire oui. L'école, c'est quand même la construction de la société de demain. Je pense qu'on peut être tous les quatre d'accord là-dessus. Et donc, du coup, les sujets comme la diversité et l'inclusion, s'ils sont pas intégrés dès l'enfance et dans l'adolescence, et donc à l'école, ben, ils vont rejaillir sur la société de demain. Et ce sur quoi la société elle investit pas aujourd'hui, mais on va le payer, mais fois 100 demain. On pourrait le voir si on fait une petite analogie et un peu d'histoire, mais voilà, toutes les populations qu'on a parquées dans des quartiers parce qu'on n'a pas voulu traiter le sujet, 20 ans, 30 ans, boum, la société dans sa globalité, elle est finalement obligée de le prendre en compte. Donc oui, le sujet il doit être pris en compte. On pourrait aussi, pour dire à mon sens l'urgence de prendre en compte ce sujet, regardez du côté du rapport du GIEC et des spécialistes du climat, où on sait que, alors vous allez dire mais oui, mais si, je vous promets, il y a un lien. J'essaye de te suivre là. Pardon, mais si. Qu'est-ce qu'ils disent ces rapports-là? C'est que il va y avoir des dérèglements climatiques. Enfin, avec le dérèglement climatique, il va y avoir des catastrophes climatiques énormes, et il va y avoir du coup des mouvements migratoires énormes. On ajoute à ça quand même la baisse de la natalité qui est très forte, et en France, mais globalement en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France devra être aujourd'hui et demain une terre d'accueil intelligente, de mixité, de diversité et parce qu'il y aura juste pas le choix, et en plus parce que il y en aura besoin. Donc voilà, tout l'enjeu, c'est de préparer tout ça, c'est de préparer la société de demain. Et ouais, et moi moi j'adore dire ça, c'est qu'en fait en vrai, on est tous différents. On est toutes et tous différents. Chacun porte une différence, quelle qu'elle soit, d'origine, de sexualité, mais de structure familiale. T'es éduqué par une maman solo. C'est quand même 25% des familles. T'es éduqué par deux papas, par deux mamans. T'es roux. T'as une corpulence différente. Toutes ces différences-là, elles existent. Elles existent. Et en fait, les prendre en compte, finalement, pour l'autre, c'est favoriser l'acceptation de soi. Donc finalement, c'est la question de la place qu'on laisse aux autres, c'est la place qu'on se laisse à soi-même. Donc je pense que c'est ça le sujet finalement aussi, dans le nouveau récit, aussi à imaginer, à créer. Ouais, il y a encore du taf. Hein. Il y a du taf. Oui, clairement. Oui, sur les différences et sur les neurodivergences, ça fait écho à quelque chose que je dis assez souvent, où on va se mettre les étiquettes, TDAH, TSA, tout ça, et je suis en mode, mais en fait, est-ce qu'on s'en fiche pas? Est-ce qu'on n'a pas tous, de toute façon, des schémas de pensée différents, des cerveaux qui fonctionnent différemment, des pets au casque, j'ai envie de dire, différents. Donc, porter une étiquette de TDAH, de TSA ou quoi, au final, je me rends compte qu'on a tous, on est tous un petit peu perturbés, on a tous nos traumas, on a tous nos différences, et c'était juste pour faire écho à ce que disait Pascal. Non, mais c'est une richesse. Et c'est surtout bien sûr. Il faut changer le regard. Enfin, il faut, pardon, mais c'est tout l'enjeu, c'est changer le regard. C'est que ces différences-là qui sont aujourd'hui soulignées, pointées, mais c'est une richesse incroyable. Mais stop boring, une société où on est tous pareils, quoi. C'est l'ennui absolu. Ce qui est génial, c'est qu'on a tous des histoires différentes à raconter, à partager. C'est ce qui nourrit, c'est ce qui fait grandir. Sinon, il se passe rien, quoi, si on est tous les mêmes, quoi. Ouais, mais ça c'est quand même très franco-français hein, de vouloir mettre comme ça les gens dans les cases. Moi qui ai travaillé à l'international, pour moi, c'était une bouffée d'oxygène que de travailler à l'international parce que justement, il n'y a pas de case, il n'y a pas. Par exemple, moi, j'ai souvent des collègues qui me disaient, mais pourquoi est-ce que quand vous présentez, vous les Français, vous dites quelle école vous avez fait et quel diplôme vous avez eu, on s'en fiche quoi. L'important, c'est de savoir ce que vous faites maintenant. Et nous, enfin voilà, on a vraiment tendance. Là, j'ai un de mes fils qui m'a dit, mais maman, j'ai pas compris. Le prof, il m'a dit, mais t'es breton, toi. Et enfin oui, mon père est breton, donc il a 25% de breton. Et oui, on a un nom de famille à consonance breton. Mais pour lui, voilà, c'est pas un sujet. Et on est venu tout de suite le mettre dans la case breton, quoi. Et voilà, et c'est un truc. Enfin, je trouve qu'on en meurt un peu en France de toujours vouloir tout cloisonner, mettre dans les cases. Les gens sont comme ci, sont comme ça. Et c'est un truc qu'il faut définitivement changer. Et donc, dernière question, Mohamedou, sur ce sujet de débat. Toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire au niveau de la formation des professeurs si on pouvait ajouter quelque chose dans la formation sur ce sujet, tu ferais quoi, toi?
Waouh, c'est une grosse question, hein. Je pense que j'essaierai d'être un peu plus exemplaire. Pourquoi je dis ça? Alors, la vérité que je vais dépeindre là n'est pas celle euh, de l'élémentaire et de la maternelle, mais par exemple au niveau du secondaire, collège, lycée, le concours est national. C'est-à-dire que lorsqu'on a le concours, on ne sait pas où est-ce qu'on va officier. Mais cette réalité-là, elle arrive aussi en élémentaire parce que il y a certains secteurs, certaines zones, certains départements pour lesquels le concours est plus accessible. Et donc des personnes se présentent au concours en se disant bah, j'ai plus de chances de l'obtenir ici. Mais les personnes qui ensuite se retrouvent sur le terrain donc peuvent venir d'univers ou de territoires qui sont assez éloignés et dont les réalités ne sont pas les mêmes que dans celles dans lesquelles ils vont officier. Voilà. Si jamais, je sais pas, moi, je vis en Aquitaine et que ensuite je passe le concours pour arriver en Île-de-France, en banlieue d'Île-de-France, bah, la réalité, la vie que j'ai vécue n'est pas la même que celle que je vais vivre maintenant et je suis peut-être pas assez armé, outillé pour comprendre les réalités des populations que je vais rencontrer. Je pense que dans notre formation, ce serait bien d'avoir des moments où on puisse aller en stage, en terrain, en formation, dans différents univers, en fait, sur différents secteurs, pour appréhender au mieux ces différentes réalités-là. Parce que si j'ai déjà testé, lorsque je reviens une seconde fois, eh bien, je connais un tout petit peu plus. Allez, on passe à la rubrique questions de parents. Alors, une question d'un parent. En tant que parent, et ça va revenir un peu à nos discussions du début, on a parfois l'impression que l'école et la maison fonctionnent comme deux mondes séparés. Comment peut-on mieux collaborer avec les enseignants pour que nos rôles se complètent vraiment dans l'éducation de nos enfants, sans empiéter les uns sur les autres? Waouh! Très grosse question aussi. C'est très général, hein, peut-être, ce que je vais dire, mais c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller au-devant. Plus on a d'informations, moi c'est ce qui se vérifie en tout cas dans ma pratique, plus j'ai d'informations sur les familles et sur les élèves qui vont être pertinentes par rapport à la scolarité des enfants, et mieux je vais pouvoir, encore une fois, appréhender les élèves qui seront dans ma classe en fait. Donc s'il y a besoin d'écrire un mot dans carnet de liaison, on le fait. S'il y a besoin de demander un entretien en début d'année pour mettre au courant de certaines réalités, on le fait aussi. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ces deux mondes qui sont l'un à côté de l'autre, le monde de la maison et le monde de l'école, fonctionnent de manière différente, mais on y accueille le même public. Et même si l'enfant dans ces milieux-là peut avoir différents visages, parce que l'enfant tel qu'il est à l'école n'est pas forcément le même que celui qu'il est à la maison, et ça je crois que ça se vérifie pour tous ceux qui sont parents ou qui ont déjà vu des enfants en dehors de l'école, voilà, eh bien c'est important en fait de garder ce cadre-là d'échange. Et si jamais l'échange est, j'allais dire, régulier, eh bien au bout d'un moment, pour l'enfant, ce qui va se passer, c'est qu'il va se rendre compte qu'il y a cette continuité-là d'échange à chaque fois. Et pour nous, je crois que ça se vérifie aussi lorsqu'on sait que les personnes autour de nous sont à peu près au courant des mêmes choses, qu'elles ont les mêmes informations nous concernant, eh bien on est peut-être moins tenté de jouer avec les différents masques qu'on a au jour le jour dans nos interactions. Donc voilà, mettre de la cohérence dans nos identités et dans nos échanges, c'est permettre à l'enfant de vivre, je crois, une scolarité plus apaisée en fait. Parce qu'encore une fois, les informations vont d'un monde à l'autre. Alors c'est pas les mêmes informations, mais elles sont assez régulières, assez fournies, pour que finalement ouais, une certaine cohérence globale, je crois. Ouais, je voulais rebondir parce que, à mon avis, et un outil complémentaire, mais qui fait complètement écho à ce que tu viens de dire, hein, c'est de recréer une relation de confiance entre les familles, enfin les parents et les profs, les instits. Moi, il y a des fois, j'ai eu des échanges avec les instits de mes enfants. Moi, ils ont 8 ans à Mohamedou, donc voilà, maternelle et primaire maintenant, et où je sentais presque des fois les instits presque gênés de me faire un retour, de faire ou de m'interroger. Et moi, ma réponse à chaque fois, c'était de dire c'est pas mon job, c'est le vôtre. Moi, vous voyez mes enfants dans un autre cadre qui est pas le mien, et surtout, vous avez une expertise qui est pas la mienne. Voilà. Donc moi, si vous me faites cette préconisation, je dis pas que je la prends pleinement. Il y a des fois, on l'interroge, on la questionne, on la réajuste parce qu'effectivement, je pense que le prof, il a pas non plus tous les éléments de contexte, et c'est bien normal. Mais j'adore l'idée que vous avez développée tous les deux tout à l'heure, la notion de coéducation. Mais pour qu'il y ait coéducation, il doit y avoir de la confiance, et de la confiance réciproque. Et cette confiance, elle se crée aussi, à mon sens, par beaucoup plus de valorisation du corps professoral. Et malheureusement, je trouve qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de valorisation du corps professoral alors qu'ils sont essentiels. Et voilà, recréer cette relation de confiance
Ouais, c'est ensemble. Mais tellement. Mais je suis intervenue dans un des groupes WhatsApp là des parents cette semaine sur ce sujet. Parce que je disais, enfin moi, un des trucs qui m'atterre le plus, c'est qu'il y a que 4% des enseignants français qui déclarent se sentir valorisés dans leur travail. Pour moi, c'est dingue et je pense que les parents sont responsables et que il faut à fond soutenir les enseignants, quoi. C'est pas possible. Enfin moi, quand il y a des parents qui débarquent sur les groupes WhatsApp en mode et vous avez vu comment ils apprennent les divisions, Ouais, mais c'est pareil. pas comme ça qu'il faut faire. Ouais. Mais enfin, j'ai envie à chaque fois, j'interviens et je dis mais attendez là, en fait, t'as appris à faire des divisions il y a 30 ans. Heureusement que les pratiques pédagogiques elles évoluent quoi. Et c'est absolument dingue à quel point en fait, l'humain veut se rattacher à ce qu'il connaît et ne veut pas voir que depuis qu'il a été à l'école, ça a évolué. Et les pratiques éducatives et nos enfants, nous on n'est pas les mêmes enfants que nos enfants. Et on n'était pas les mêmes enfants que nos enfants. Et donc, il y a quand même un énorme enjeu. Alors, c'était Blanquer qui avait fait l'école de la confiance. Bon, je sais pas si ça a très bien fonctionné, mais c'est clair qu'il y a un énorme enjeu. Et moi, je dis aux parents, mais détendez-vous, quoi. Détendez-vous un petit peu là et faites confiance. Non, mais c'est aussi une histoire d'ingérence. C'est encore une fois, c'est aussi chacun se doit de rester aussi à sa propre place. Moi, je vous rappelle, je vais le faire bref, mais la petite anecdote. Rentrée en maternelle, en première section. Réunion de rentrée au bout de, je sais pas, de 3 semaines dans la classe, tu sais, où on est tous les adultes assis sur les mini chaises. Là, c'est toujours un moment hyper drôle. Et là, à un moment donné, vers la fin de la réunion, il y a un parent, mais suivi par après les 90% des parents, qui interpelle l'institutrice qui était géniale. Première année maternelle, c'est des piliers, c'est eux qui lancent la dynamique envers l'école. Tu vois, moi c'est respect éternel pour les instituts de la première année de maternelle. Et là, il y a tout un groupe de parents qui lancent un gros sujet sur le fait de déplacer la porte d'entrée parce que donc de réaménager, mais vraiment l'espace de la classe parce que ils estimaient que les enfants devaient trop marcher entre la porte d'entrée et leur manteau et que du coup c'était trop compliqué pour eux. Et tiens, moi, genre, on se liquifie, on voit un style qui nous regarde, qui cherche du secours, et donc on lui fait comprendre que, mais non, nous on n'est pas de cette team-là, et du coup on intervient en disant, bah non, mais tout va bien en fait, je pense qu'ils vont y arriver, et puis ça fait partie de l'apprentissage, et puis si c'est comme ça, c'est que ça fonctionne, et c'est ok quoi. Mais cette ingérence, je trouve, moi ça a été une claque à ce moment-là de dire, waouh, l'ingérence des parents sur un milieu qui n'est pas le leur. Alors ça, on comprend, c'est la volonté de protéger, c'est la volonté, voilà, il y a plein de mécanismes, c'est aussi de la peur, c'est aussi plein de choses. Mais non, mais juste à un moment donné, chacun son job et voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a aussi le fait de, mais pour toutes les grandes questions sociétales, j'ai envie de dire, il y a toujours, c'est un triangle en fait. Il y a les acteurs principaux qui parfois sont dans des situations assez stéréotypées, j'ai envie de dire, et il y a tous ceux qui sont témoins et qui parfois peuvent apporter un petit rôle d'allié. Nous, dans notre cas, en tant que fonctionnaires, faut pas oublier qu'en fait, on est des outils de l'État quelque part. On œuvre pour le bien de l'État. Et lorsque des personnes du corps politique vont avoir tribune pour pouvoir s'exprimer sur nos conditions et vont nous mettre un peu la tête sous l'eau, ça va pas nous aider sur le terrain en fait. Bah non. Voilà. Il y a aussi ça, il y a tout ce volet-là de personnes qui sont concernées de près ou de loin, et là je parle de nos supérieurs hiérarchiques ou des personnalités politiques de manière générale, parce que là il y a pas très longtemps, Monsieur Sarkozy a fait une allocution dans laquelle, pour le coup, il sait très bien de quoi il parle parce que il était chef du gouvernement, président de la République, lorsqu'il a décidé de faire certaines coupes chez les fonctionnaires. Donc, et pourtant, malgré ça, il a défendu une vision, en tout cas du corps des professeurs des écoles, qui est absolument fausse, erronée. Voilà, et on se demande si quelque part il l'a pas fait exprès. Quoi qu'il en soit, le fait qu'une personnalité politique forte comme lui, qui a été à la tête du gouvernement, parfois professe de fausses vérités, ça n'aide absolument pas les enseignants qui sont sur le terrain et qui ensuite doivent se débattre pour rétablir une espèce de vérité qu'on n'est pas censé rétablir en réalité, puisque les parents nous voient, j'imagine, en tout cas travailler au jour le jour avec leurs enfants et essayer d'en prendre soin. Alors, je parle de généralité parce qu'à la marge, évidemment, tout n'est pas aussi limpide. On sait que peu importe le corps de métier, en réalité, il y a du bien et du mauvais.
Voilà. Mais de manière générale, je crois quand même que le corps des enseignants essaie de bien faire son travail, entre guillemets, et que on a besoin, non pas juste d'être les enseignants d'un côté et les parents de l'autre, mais d'avoir aussi quelques autres voix autour qui ont de l'influence, qui peuvent s'exprimer. On a besoin de toutes ces voix-là qui puissent donner une meilleure image du métier, une image qui soit plus près de la réalité, en fait. Bon, eh bien, on va passer à la dernière rubrique. Alors, Mouhamadou, tu vas découvrir notre rubrique fun où on s'amuse. Alors là, bon, la dernière fois, avec Pascal et Mika, on a parlé un peu du langage des Jones et ils ont un niveau de coolitude qui est pas tip-top. Donc là, on va baisser le niveau. On va voir si on va parler de la cour de récréation. Yes. Mais vraiment cours de récréation maternelle primaire. Okay. Je commence des phrases, vous devez les terminer. Waouh. Tu vas être hyper fort, Mouhamadou. Toi, tu vas être hyper fort. Vous êtes prêts ? Allez, on démarre. Quelle heure est-il, Madame Persil ? 10h15, Madame Placard. J'avais pas l'heure. Ah, vous êtes fort. Vous voyez, je l'ai pas, moi. J'avais le Madame Placard, mais j'avais pas l'heure. J'ai dit n'importe quoi. Bon, alors c'est pas 5h moins le quart, c'est 6h moins le quart. Ah merde, mais je l'accepte. Ah oui. Moins le faire, Madame Placard. Ouais. Ok, je ne connaissais pas. Bon, allez, celui-là est facile. Hein. Haut les mains, peau de lapin. La maîtresse en maillot de bain. Ouais, bien, Pascal. Tu relèves ton niveau par rapport à la dernière fois. Bon, celle-ci, parle à mon cul. Ma tête est malade. T'es malade. Oh, ok. Non, mais là, Mouhamadou... Ouais, je suis désolé. Je l'avais pourtant, mais Mika était beaucoup Je plus pense rapide. qu'il y a un manque d'attention dans la cour de récréation, là, Mouhamadou. Ferme ta boîte à camembert. Non, je sais pas. C'est quoi la suite J'ai envie de dire Robert ou... voilà, mais non. Tu la rouvriras au dessert. La ouvrira au dessert. Ah. Ouais. Ok. Bon, j'ai beau être dans les écoles, je me rends compte que je suis has-been, en fait, c'est ça? Ouais. Merci beaucoup pour ce moment. Ben, je sais pas, parce que c'est quand même des trucs qu'on utilisait de nous quand on était Ouais. enfants, hein, donc je pense que c'est nous les has-been, oui. Les enfants, D'accord avec ils n'entendent pas ça, ils n'entendent pas ça. Vous êtes sûr que les enfants d'aujourd'hui disent ça, parce que... Bah, si, c'est tout ce qui se dit dans la cour de Intemporel. Ok, c'est Bon, intemporel. L'avant-dernier ou la menteuse. Elle est Elle amoureuse. est amoureuse. Ouais. Ah, ça c'est intemporel, je crois. Et pour terminer, on a gagné. Ils ont emmené. Mais oui, voilà. Ah oui, on a perdu, mais je dirais pas la suite. Je l'avais pas. Alors ça, Mika, t'es sûr là d'être dans le bêtisier de début de Baptiste? Écoute, ça plaira à ma communauté. Baptiste, notre monteur, qui adore nous mettre dans des mauvaises situations. Ok. Avec un bêtisier qui apparaît en début d'émission. Bon, allez, c'est bon, on a terminé notre épisode. Voilà qui conclut cet épisode de Génération Parents. Merci à nos invités, Mika, Pascal et bien sûr à Mouhamadou pour cette discussion riche qui, j'espère, vous aura inspiré. J'espère que vous allez repartir avec plein de nouvelles idées pour mieux accompagner vos enfants. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des commentaires. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.